La définition un peu la plus large qui s'applique bien du serverless, c'est un changement de responsabilité, c'est une délégation à un prestataire justement de tout ce qui est le plus bas niveau. Tout au début d'à peu près n'importe quelle startup, ce qui nous intéresse, c'est en fait finalement pas du tout la tech, surtout pas, c'est de mettre quelque chose qui est le plus proche possible de l'idée du produit qu'on a en tête entre les mains des premiers clients et qui nous disent si ça fonctionne ou pas et est-ce qu'ils sont prêts à payer pour. Le principe, il est très simple. Chaque développeur back-end qui arrive chez Blanc, on lui donne un compte AWS qui est juste à lui, et seul, il a droit à admin dessus, quasiment pas de restrictions, et il y a la carte bleue de Blanc qui est branchée dessus, et il dépense ce qu'il veut. Quand je développe, je suis pas en train de juste configurer des boutons de quelque chose qu'on a déjà bien spécifié. Je suis en train d'essayer de trouver comment ça va fonctionner, tous les edge cases, la façon la plus optimale d'y arriver. Et donc, je fais des spécifications. Et c'est pour ça que forcément, c'est soumis à énormément d'aléas. Je sais pas sur quoi je vais tomber, quel os, à quel endroit, quelle chose que j'ai pas prévu, parce que je le découvre au fur et à mesure, quoi. Bon, on a eu quelques couacs techniques. Je sais pas si on gardera le passage où on parle qu'on a eu quelques couacs techniques. tu peux garder 2-3 passages, je pense. Parce que là... Je crois que j'ai un petit bêtisier avec ce qu'on a fait, ça peut être assez sympa. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est peut-être le moment, on est peut-être au début d'épisode, mais c'est pas grave. Envoyez-nous des messages et ou laissez-nous des commentaires, on vous dira un peu les trucs rigolos qui nous sont arrivés. Je te proposais de te présenter, s'il te plaît, Simon. Absolument. Donc, Simon Parisot, je suis CEO et l'un des fondateurs de Blanc. Donc, Blanc, pour faire un petit aparté là-dessus, on fait une néobanque. Ce que tu disais tout à l'heure, en général, on se désigne comme ça, spécifiquement pour les pros et spécifiquement pour les plus petits des professionnels, toutes les entreprises avec une seule personne, sans salariés ou avec très peu de salariés. Et donc, on fait un service assez particulier, on en reparlera probablement spécifiquement pour ce type de client. Et un peu plus personnellement, moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait Supélec, j'ai fait un petit détour en Suède pour un autre diplôme. Je suis dans la technologie depuis à peu près toute ma carrière, depuis l'école, que ça soit du dev, de l'infrastructure, tous ces sujets-là sont toujours les choses que j'ai fait dans ma carrière. Et d'ailleurs, j'ai commencé Blanc, on était 3 associés au lancement de Blanc, 3 à lancer ça. J'ai commencé en tant que CTO et donc à poser toutes les bases de notre stack technique, notamment le choix du serverless, la base de l'équipe qu'on a actuellement, voilà, tous ce type de choix-là qui reviennent au CTO. Et j'ai pris il y a environ 2 ans le rôle de CEO. Donc ça change pas mal de choses. C'est un vrai shift que j'ai fait à ce moment-là, qui m'a un peu éloigné de la tech, mais je garde toujours un œil très très proche et je suis toujours très au fait de comment on évolue sur ces sujets-là. Mais le job est différent au quotidien. Ouais, j'imagine. Et de toute façon, tu peux pas renier tes anciens amours, donc t'es obligé ça c'est impossible. C'est un peu... on se refait pas. Et du coup, ça a commencé quand ton histoire d'amour avec l'informatique? A priori, c'est une bonne question, mais je pense que ça a commencé assez tôt puisque mon père a fait toute sa carrière chez un des mastodontes de l'informatique, IBM, et donc assez probablement on avait accès un peu plus tôt que la moyenne à un ordinateur à la maison, à une connexion Internet, 56K, puis la DSL, puis les choses comme ça, sans parler tout à l'heure, à Pokémon émulé sur Windows, version bleue, version rouge, qui était un peu ma porte d'entrée vers le monde de l'informatique. Et donc, il y a forcément un peu de ça. J'étais à l'aise avec les ordinateurs. Et puis après, c'est vraiment en école que, comme beaucoup, je pense, d'entre nous, en école, que j'ai commencé à soulever le capot, à découvrir un peu le dev, l'infrastructure, le réseau. On était toute notre résidence d'étudiants, tout nos adresses email, notre connexion Internet était autogérée, donc il fallait mettre un peu les mains à la pâte.
Et c'est vraiment à partir de là, et j'ai continué sur toute la suite de mes études et de ma carrière, à partir de là que j'ai commencé à soulever le capot et à vraiment faire d'informatique. D'accord. Et j'ai vu par la suite que dans ta carrière, tu as fait quand même pas mal d'années dans une boîte de conseil qui s'appelle Webstone. Je suis curieux de savoir ce que tu as aimé, peut-être ce que tu as moins aimé dans ce monde en tant que consultant, en fait. Alors effectivement, j'ai commencé dès la fin de mes études dans une boîte de conseil qui s'appelait Solucom à l'époque. Et déjà, qui a beaucoup bougé entre les deux, puisque quand je suis rentré à Solucom, on était, je pense, un petit peu plus de 500 personnes. C'était une boîte très orientée télécom et informatique, comme son nom l'indiquait. Et quand j'en suis parti, ça avait changé de nom, ça faisait quasiment 3000 personnes. L'informatique était devenue beaucoup plus minoritaire dans ce que faisait l'entreprise. C'était plus vraiment la même chose. Après, tu me demandais ce que ça m'a apporté. Honnêtement, énormément de choses. Au moins 2 grandes. La première, c'est quand même là où je me suis fait une grosse partie de mon bagage IT. Mon job là-bas, c'était de faire le lien et d'aider en fait des grandes entreprises. On bossait avec beaucoup d'entreprises du CAC 40, de grandes entreprises françaises ou internationales, à prendre des virages technologiques, intégrer des changements technologiques ou intégrer des technologies de start-up. Donc ça voulait dire être au fait et faire le pont entre à chaque fois les deux mondes, l'informatique de grands groupes, et on sait à quel point c'est particulier, et les changements technologiques, des technologies qu'on trouve en start-up. Et donc ça m'a fait un bagage vraiment intéressant à cette occasion-là, qui est vraiment, je pense, la meilleure chose que je retire de cette expérience-là, pour ensuite aller faire des choses un peu plus par moi-même. Et la deuxième partie, c'est aussi une formation énorme. Alors, la formation de consultant, on en parle beaucoup, on dit toujours ça apporte du cadre, de la rigueur, etc. C'est vrai. Mais il y a aussi, je pense que spécifiquement dans cette boîte-là, et c'est peut-être vrai pour beaucoup de boîtes de conseil, on est vite mis dans des positions de management d'équipe, de gestion de projet, des choses comme ça. Et en fait, il y a énormément de choses à retirer pour ensuite devenir entrepreneur et créer sa propre boîte. Recruter une équipe, la manager au quotidien, l'organiser, poser des process RH, etc. C'est autant de choses sur lesquelles je me suis quand même pas mal appuyé sur ce que j'avais déjà vu, sur ce qui était organisé, qui fonctionnait pas mal quand même dans mes anciennes boîtes. Donc ça apporte un bon bagage aussi. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est intéressant, quoi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as moins kiffé, qui peuvent expliquer pourquoi t'es pas forcément resté? La raison pour laquelle je suis parti, on la retrouve chez beaucoup de consultants. C'est que c'est très sympa et ça apporte beaucoup de choses pendant un temps de travailler pour d'autres, sur d'autres projets et de changer très régulièrement. Et du coup, mais c'est un truc qu'on entend très régulièrement sur le conseil, du coup, il y a très peu d'ownership. Il n'y a pas l'aspect, j'y vais de zéro sur un projet qui est quasiment à moi, je veux dire que je m'approprie, que je vais faire évoluer sur la durée, ou les conseils, c'est censé être consultant, les conseils que je donne, en fait, je me les auto-applique et j'en subis les conséquences en bien et en mal sur la durée. Ça existe trop peu dans le conseil où t'as beau intervenir pendant un mois ou un an ou des choses comme ça, néanmoins, à un moment donné, tu quittes et tu les laisses avec ce que t'as commencé à construire ou ce que t'as apporté, quoi. Ce qui est en cela, c'est extrêmement différent de l'entrepreneuriat. Où là, pour le coup, les bons choix, les mauvais choix, les prises de risques, tout ce qu'on fait, ça nous retombe dessus directement. C'est ça qui est incroyable aussi, c'est que c'est notre projet en bien et en mal, quoi. Ouais, je pense que c'est une des vraies raisons pour laquelle ça. Quoi. Ouais, exactement. Et mais ça veut dire que les très bons choix et les très bonnes réussites, elles sont aussi si un sujet pour soi, et ça c'est assez sympa. Et ça c'est une des vraies premières raisons qui m'a fait shifter. Et la deuxième, c'est vraiment l'opportunité. On a été créé, on était 4 avant Blanc à aller créer une boîte avant ça qui s'appelle La Fabrique, qui existe toujours, La Fabrique by CA. Pourquoi by CA? Parce qu'on est allé voir le Crédit Agricole pour lever des fonds. Et donc cette opportunité, elle est arrivée en 2018. Celui qui était et qui est toujours le patron de cette boîte-là est venu me voir. Et voilà, à certains moments, tu te dis peut-être que je changerais bien de boulot. Il y a quelques raisons qui pourraient me faire changer de boulot, mais s'il y a une très bonne opportunité qui se présente et que tu peux aller monter une boîte, c'est le bon moment et c'est ce qui s'est passé pour moi, quoi. Ah ouais, je comprends. Sur le concept dans le monde du service, tu es un peu moins impliqué
parce que tu subis un peu moins les conséquences des choses que tu fais. Je suis d'accord et pas d'accord. Je trouve que traditionnellement, on a beaucoup une approche client-fournisseur qui me convient pas, moi, dans le monde du service. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, j'étais pas dans le monde du service. Et que j'étais plutôt à essayer de construire un produit. Pendant très longtemps, j'ai resté 18 ans au même endroit, dans une boîte, une très grosse boîte. Et j'ai pendant très très longtemps travaillé sur le même produit digital. Donc, tu vois, je me projette très bien dans... Là, tu as subi les conséquences, là, voilà. Voilà, c'est ça, je me projette très bien. Mais en fait, ce que j'essaie de rechercher aujourd'hui dans mon métier de service, c'est d'essayer d'être dans ce mode accompagnement, ce mode implication, one team. Tu travailles comme si c'était ta boîte, en fait. Et tu essaies d'avoir les conséquences. On fait, par exemple, on fait des trucs tout bêtes, c'est que quand on met des garanties très longues sur les livrables qu'on fait, ça, naturellement, ça nous implique. C'est que si on livre quelque chose qui est pas de qualité ou qu'on fait une erreur, bah on vient nous chercher après coup. Donc ça a des conséquences. Donc tu vois, ça nous implique plus, on est plus dans le produit, etc. Ah, je vois très bien. Ouais, on fait plein de choses autour de ça et c'est ça que je recherche. Mais peut-être parce que justement j'ai vu l'autre chose en fait. Il y a un aspect légèrement différent dans l'approche, et c'est pas vrai pour toutes les boîtes de conseil, c'est pas vrai pour tous les consultants, pour toutes les entreprises de service, mais dans l'approche d'un prestataire qui va travailler au sein d'une entreprise et de quelqu'un au sein de cette entreprise potentiellement à un bon niveau d'ailleurs, c'est que le premier va travailler pour un client. Le travail est 100% bien fait si le client est 100% content. Et le deuxième va travailler pour un business, pour un produit, pour des clients finaux. Et le travail est jamais 100% bien fait, malheureusement. Et surtout est bien fait si à la fin les clients viennent, sont contents, payent. Et ça, en fait, cette subtilité, ça change pas mal de choses. C'est-à-dire que ça va pousser, dans le second cas, dans les personnes qui sont en interne, ça va pousser, dans le meilleur des cas, à plus de prise de risque, à être en désaccord et à pousser des choses différentes de ce que ton chef te demande. Parce que tout d'un coup, en fait, le but, c'est pas de faire plaisir à son chef, c'est pas de faire plaisir à son client, c'est de faire du business ou de faire des clients contents, et c'est souvent en général la même chose. Et ça, c'est un peu différent de travailler pour un client. Et donc, tu as des boîtes de services qui s'en sortent super bien malgré ce paradoxe. Et t'en as où, en fait, tu vois très bien qu'en fait, ils bossent parce qu'ils veulent faire plaisir aux clients et qu'ils veulent avoir du business derrière. Faut pas faire des grandes généralités là-dessus, mais en tout cas, pour répondre à ta question initiale, c'est un peu pour ça que j'ai changé aussi. Ouais, je comprends. Mais c'est un débat intéressant. C'est pas sujet d'épisode, mais c'est un débat qui me plaît beaucoup parce que en fait, et moi en fait, je me rends compte que je peux pas faire autrement en fait. Moi, j'ai cette implication produit. Moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est le produit qu'on veut faire pour quel client, c'est quoi le contexte, c'est quoi tout le reste en fait, limite c'est secondaire, tu vois. Et donc, ça crée un focus fort sur quelque chose qui est important. Et donc, j'arrive pas vraiment à me comporter comme un fournisseur. Moi, je me comporte comme si j'étais avec toi pour faire évoluer les choses avec toi, quoi. Je pense que c'est la bonne façon de faire. En tout cas, c'est ce qu'on cherche en fait, nous, quand on travaille avec des prestataires. Bah oui, mais de toute façon, alors quelque part, c'est souvent la façon la plus naturelle pour un ingénieur de raisonner. Il suffit juste de lui enlever un certain cadre et lui expliquer plus de contexte, lui expliquer plus où on veut aller, et il est content en fait. Je pense que ça paraît plus naturel. Enfin bon, c'est mon débat. Bon, c'est pas sujet. On voulait parler de serverless. D'ailleurs, c'est un mot que je trouve bizarre. Serverless, je trouve parce que comme s'il n'y avait pas de serveur. Parce qu'après tout, il y a des serveurs en dessous. Mais, enfin, en tout cas, tu peux pas faire abstraction d'un couche serveur. Enfin, je veux dire, c'est faire que du client et puis rien du tout. Et bon, oui. Enfin, oui, c'est du client lourd, application qui tourne sur ton poste. Mais en mode client-fournisseur, serverless, c'est remplacer quelque chose côté serveur. Et là, je vais plutôt te laisser, toi, me donner une définition du serverless, s'il te plaît. En fait, le serverless, alors, ça n'a pas de rapport avec les applications client-serveur, avec est-ce qu'on développe que le front et le serveur est géré par quelqu'un d'autre. Là, dans le serverless, le serveur, il désigne le serveur physique. La machine qui est en dessous, sur laquelle on va faire tourner l'infra. La définition un peu la plus large qui s'applique bien du serverless,
c'est un changement de responsabilité, c'est une délégation à un prestataire, justement, de tout ce qui est le plus bas niveau. Donc, pour aller dans du très concret, dans le serverless, ça veut dire que si je développe une application, ma partie compute, l'application qui tourne dans le back-end pour être derrière, par exemple, mon application mobile, cette app, je vais m'intéresser à la partie développement, au code de l'application, à la logique métier, à ce qu'elle est censée faire, et je vais pas m'intéresser, en tout cas moins m'intéresser. Après, toute la frontière est subtile et c'est là que c'est intéressant. Mais en tout cas, je vais moins m'intéresser à ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire maintenir le serveur ou les serveurs qui vont faire tourner cette application at scale, gérer la partie réseau, load balancing, haute disponibilité sur ces serveurs, gérer la sécurité, les mises à jour de l'OS, containerisation, tout ce qu'on peut avoir au niveau de ces machines. Tous ces sujets-là, qu'en général on met dans infra, ops, on fait shifter un peu la responsabilité vers un prestataire. En l'occurrence, nous on travaille énormément avec Amazon, avec AWS, et donc on fait shifter vers AWS la responsabilité de gérer beaucoup de ces choses-là. Donc d'une certaine façon, mais on pourra en reparler, on s'en sort bien là-dessus, on les paye pour ça, un peu plus cher que si on le gérait nous-mêmes, mais ça nous enlève une partie de sa gestion. Encore une fois, la frontière est assez subtile, mais ça nous enlève une partie de sa gestion et ça permet de se concentrer sur, en fait, en général, ce qu'on veut vraiment faire, et là, on a vraiment de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la logique métier dans le code, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour de vrai, pour nos clients? Et en général, ce qu'on a envie de faire pour nos clients, c'est pas de faire des pages de sécurité sur l'OS, quoi. Donc, la définition des serveurs, c'est ça. Et j'en ai parlé là pour la partie compute, c'est-à-dire faire tourner une application, mais ça marche pour une base de données, ça marche pour on l'applique par exemple pour nos plateformes de data, de manipulation de données, ça marche pour pas mal de choses, quoi. Mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin que ça. Parce que quelque part, si je fais une application containerisée qui est déployée dans un Kubernetes, est-ce que c'est du serverless ou est-ce que serverless, ça va plus loin que ça? Je pense que comme un peu plein de concepts marketing comme ça, t'as 10 définitions possibles. Donc je me battrai pas sur est-ce qu'on met Kubernetes sur serverless ou pas. D'accord. En général, quand on en parle et puis quand on en discute avec AWS, les offres cloud et d'autres boîtes, souvent on distingue quand même 3 grosses façons de faire de l'infra dans le cloud. Soit ce qu'on appelle le IaaS, l'infrastructure as a service, donc pour ceux qui sont familiers avec AWS, de l'EC2, c'est-à-dire des vraies machines virtuelles qu'on gère, soit du conteneur, que ça soit direct sur des offres, directement sur des machines ou alors via un Kubernetes. Et la dernière façon de faire, du serverless, où là, pour le coup, on va même pas aller gérer du conteneur. En fait, on va même pas s'intéresser à quoi que ce soit de scalable. On va donner Lambda, pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est donc une des briques centrales de serverless sur Amazon. Et Lambda, le principe, c'est je lui donne mon code, chez nous en Node TypeScript, et je lui dis, je veux que ce truc-là, il tourne, qu'on ait une requête par seconde, ou 1 million, ou en tout cas une requête par minute, ou 1 million de requêtes par minute. Et tu t'occupes de tout. Tu t'occupes que ça tourne at scale, que ça tourne même si tu as un de tes data centers qui tombe, que ça tourne de façon sécurisée. Si à un moment donné, il y a une faille dans OpenSSL et que tu l'utilises, c'est ta responsabilité de le mettre à jour. C'est ce genre de choses qu'on demande virtuellement à AWS. Et en ça, c'est un peu différent du coup de travailler avec du Kubernetes ou de travailler avec Docker. S'il y a légèrement plus à gérer dans ce cas-là. Mais la frontière, elle est quand même assez continue, quoi. Donc, par le passé, c'est une architecture qui me plaisait bien quand on avait des petites briques d'intelligence stateless qui avaient besoin de scaler par moment. Par exemple, des notifications, des trucs comme ça, ça se prête bien, en fait, je trouve, ce type d'architecture. Mais chez Blanc, vous avez été très loin parce que vous avez une approche qui est quasiment 100% stateless. Pourquoi serverless, pardon, excuse-moi. Mais donc stateless dans une grosse partie. Et oui, forcément, par effet de bord. Pourquoi ce choix fort au départ? Alors, il y a, juste avant de te répondre, il y a pourquoi ce choix au départ et il y a qu'est-ce qu'on en pense maintenant et quelles seraient les raisons pour lesquelles on reviendrait ou on reviendrait pas là-dessus. Si je réponds déjà sur pourquoi ce choix... Je commence ma deuxième question. Ouais, ça va être l'intérêt. Je sais où je vais en venir. Ouais. Mais déjà, pourquoi ce choix au tout début
il y avait plusieurs choses. La première, c'était de se dire, au tout début d'une boîte comme la nôtre, au tout début d'à peu près n'importe quelle startup, ce qui nous intéresse, c'est en fait finalement pas du tout la tech, surtout pas. C'est de mettre quelque chose qui est le plus proche possible de l'idée, du produit qu'on a en tête, entre les mains des premiers clients, et qui nous disent si ça fonctionne ou pas, et est-ce qu'ils sont prêts à payer pour. Et donc, on n'a surtout pas envie, en général, sauf si son business, c'est de faire des serveurs, mais on n'a surtout pas envie de s'intéresser à serveurs, de la scalabilité, des pages de sécu et tous ces trucs dont je parlais. Donc, c'est pas pour ça que c'est la seule solution. Il y a quand même beaucoup de startups qui sont lancées avant serverless et qui se lancent sans serverless. Mais c'était une des solutions qui nous plaisait bien pour se dire, on va s'intéresser juste à développer quelque chose, on va le donner à AWS pour qu'il l'héberge le mieux possible. Et un des intérêts qu'on voyait, et qui honnêtement s'est révélé assez vrai, c'est on sera pas obligé de tout refaire dans un an parce qu'on aura validé notre produit, mais en fait notre infra est toute pourrie et peut pas scaler. On est un peu plus confiant sur le fait que AWS saura nous accompagner et que on pourra continuer à utiliser ce qu'on a développé, la façon dont on l'a fait dans le futur sans avoir à tout refaire. Alors que, faut être honnête, il y a quand même beaucoup de startups qui doivent tout refaire au bout d'1 an ou 2 ans, ou en tout cas une bonne partie. Et c'est normal, honnêtement, je pense que c'est une bonne façon de faire, c'est qu'au début, on a testé un produit, et puis après, on fait un peu plus de tech sérieuse, quoi. Donc ça, c'était une des raisons du choix au début, c'est de se dire, on pose des briques un peu plus long terme, et néanmoins, on n'a quand même pas à les gérer. Il y avait d'autres raisons un peu sous-jacentes. Il y avait une histoire de coût. C'est vrai que quand on commence, et qu'au début, tu vois, on ouvre 3 comptes par semaine, il y a quasiment pas de flux cartes sur nos trucs. Enfin, il y a pas grand monde au tout début du lancement. T'as pas forcément envie de payer, et d'ailleurs t'as pas forcément beaucoup d'argent, t'as pas forcément envie de payer plein de machines, plein d'infrastructures. D'ailleurs, potentiellement un ingénieur, une ingénieure spécialisée Ops pour maintenir ça. T'as envie quand même de limiter tes coûts. Et utiliser Lambda, utiliser Dynamo, qui est la base de données serverless qu'on utilise, ça permet d'y aller à très faible coût. D'ailleurs, ils ont un free tier qui permet au début, sur les premiers clients, de rien payer du tout. Au niveau coût, c'était aussi intéressant au début. Et allez, une dernière réponse. Ça, c'était plutôt un pari sur l'avenir. On s'est dit, si on fait ça, ça va nous permettre d'utiliser une stack qui est un peu plus avancée, alors il y a une partie aussi un peu plus sexy, tout simplement vendeuse sur le marché de l'emploi pour des ingénieurs, et puis aussi un peu plus avancée qui fait que peut-être, mais c'est un vrai pari, là honnêtement on savait pas trop, mais peut-être qu'on va réussir à créer une équipe un peu plus polyvalente, un peu plus senior, peut-être une équipe un peu meilleure en utilisant des choses comme ça un peu plus avancées. C'est souvent un parallèle que je fais. Pourquoi t'as des boîtes qui partent sur des langages qui sont incroyables, mais quand même, il faut le dire, un peu exotiques, du genre Haskell ou des trucs comme ça. T'as aussi souvent, on le retrouve souvent, parce que en fait, je trouve peu d'ingénieurs, mais les ingénieurs que je trouve, ils sont dingues. Et donc, dans le choix d'une technologie comme ça, un peu plus avancée, t'as aussi ce truc de dire, peut-être que je vais avoir légèrement plus de mal à recruter, mais je vais avoir une équipe à la fin qui va être un peu plus trapue. Tu te crées une contrainte qui peut se tourner en inconvénient, en avantage. Ça va être un peu les deux. Voilà. Alors, en fait, comme tu vas avoir besoin d'avoir des développeurs qui ont un T-shape plus large, qui réfléchissent à plus de choses, qui prennent plus à hauteur par rapport à des sujets et qui arrivent à se projeter avec un environnement technique un peu plus riche. Naturellement, ça t'élimine une partie des personnes qui arrivent pas, et ça crée un biais sur le fait d'avoir une équipe un peu plus expérimentée, un peu plus forte, un peu plus agile et un peu plus curieuse, naturellement. Exactement. Et plus polyvalente, en fait. J'aime bien l'idée. L'idée me plaît, en fait. J'adore les trucs comme ça où tu fais un choix qui crée un biais qui vient renforcer un aspect positif derrière. C'est typiquement un choix à un niveau de direction d'entreprise, parce qu'on ne fait pas du tout un choix technologique sur cet aspect particulier. On ne fait pas du tout un choix technologique pour les intérêts intrinsèques de la technologie. Ça, c'est ce dont je disais, les 2 premiers aspects. Mais parce que ça va permettre d'avoir une boîte meilleure sur certains aspects, de l'autre côté, parce que l'équipe sera plus senior, etc. Mais c'est toujours des choses importantes à mettre dans la balance aussi. C'est pas la seule raison. Si la technologie n'était pas adaptée, on l'aurait pas prise, mais ça joue.
Ah, mais j'aime bien. Je reviens sur mon exemple de nous, on fait une garantie très longue pour avoir ce côté, ce qu'on fait, ça a d'importance, ça a d'impact et on assume les choses. Mais ça crée aussi un biais qui me plaît beaucoup, c'est que ça crée un biais de qualité. Et ton biais de qualité fait que tu attires les gens qui sont attirés par produire des choses de qualité. Et donc des gens qui sont plus passionnés, plus à essayer de rechercher comment tu fais de la qualité, etc., pour pouvoir avoir des gens qui sont plus à l'aise dans l'engagement, pour livrer des choses qui ont de la qualité et qui marchent, qui alimentent ton idée initiale de tu veux être plus en mode gagnant-gagnant, partenaire avec tes clients. Et voilà. Et donc, tu crées un cercle comme ça, en fait. Ouais, c'est assez similaire. Et pareil, alors nous, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas découvert du premier coup. Enfin, j'ai fait le lien après coup. Je voyais les deux éléments, mais je les voyais pas connectés. Et je les ai connectés après coup. Est-ce que c'est quelque chose que tu as compris après coup ou dans ce choix initial, tu disais c'est un pari, mais est-ce que c'est un pari que tu avais vu dès le début ou c'est quelque chose que tu as compris bien comment ça marchait après coup? Non, c'est un truc qu'on a vu dès le début, qui est un pari qu'on a fait dès le début. Ce qu'on savait pas, c'est est-ce que ça allait se révéler gagnant ou pas, ou est-ce qu'en fait on allait avoir que les inconvénients, c'est-à-dire plus difficile de recruter, mais pas les avantages. mais ça faisait partie du choix initial. On se disait dès le début, avec un peu de chance, ça va nous permettre d'avoir une équipe assez canon à la fin, quoi. Et donc aujourd'hui, avec le recul, tu en penses quoi? Tu referais quel choix? Aujourd'hui, avec le recul, il y a quand même pas mal de choses de ces hypothèses initiales qui se sont révélées vraies. Je vais aller un peu dans le détail. Il y a quelques complexités supplémentaires qui sont ajoutées, mais au final, on ne regrette pas ce choix-là. Ça nous a servi sur pas mal de choses. Et puis, comme je disais, les hypothèses se sont révélées plutôt vraies. Alors, si je les regarde un peu sur les 3 hypothèses initiales dont je parlais, pouvoir lancer un truc plus rapidement parce qu'on s'intéresse qu'à l'applicatif et très peu à l'infra. Donc ça a été vrai. In fine, si je dois citer qu'un seul chiffre, on a lancé toute une plateforme bancaire en 9 mois. Il y avait pas mal de choses à faire et ça nous a pas mal aidé de pas avoir à trop gérer la partie infrastructure. Et je disais aussi tout à l'heure, avec un peu plus de chance qu'on n'ait pas à tout refaire dans le futur. Là, ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on opère à une taille qui est quand même beaucoup plus importante, évidemment, que ce qu'on avait il y a quelques années. Et alors, comme n'importe quelle équipe d'ingénierie comme ça, on fait du refacto régulièrement sur ce qu'on a, mais on s'est jamais lancé dans toute cette partie-là, c'est nul, on refait tout, ou même on lâche serverless et on repart sur autre chose. Non, tout ce qu'on a construit initialement, ça tient bien, ça tient at scale, et on continue à améliorer ça directement. Donc ça nous a bien réussi, honnêtement, et on se voit bien continuer dans les années à venir sur ce même type d'infra et toujours en continuant là-dessus, parce que ça tient très bien, quoi. L'autre aspect, le deuxième que je citais tout à l'heure, c'était les aspects coûts. Ils sont vachement intéressants, ceux-là, parce que je compte pas le nombre de gens qui, au début, m'ont dit « Ouais, c'est sympa, mais en fait, tu vas payer tellement cher à AWS, tu vas voir là-dessus, que tu vas vite revenir sur de l'EC2 et sur de la machine hébergée. » Je suis désolé de dire que ça nous coûte suffisamment rien pour que on passe quasiment aucun temps à optimiser notre facture à AWS, parce que ça me coûte à peu près 12 centimes par client par mois, l'infrastructure. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble des coûts associés à un client, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est un coût qui est non seulement vraiment bas par rapport à une fintech de notre type, et deuxièmement, c'est un coût qui est ultra linéaire par rapport au nombre de clients et à leur utilisation. Mes clients utilisent moins leur compte, utilisent moins leur carte, ou j'ai moins de clients à un moment donné, ça me coûte moins cher. À un moment donné, j'ai un pic, le business va bien, je fais plus 50% de clients, je fais plus 50% sur la facture. C'est un problème de riche, c'est bien. Et ça, c'est quand même très agréable d'avoir un coût de toute l'informatique qui est déjà assez bas et qui est super proportionnel à notre business, quoi. Et le troisième élément que je citais tout à l'heure, c'est l'équipe, ce pari sur la seniorité de l'équipe. Celui-là, il est à double tranchant. En fait, tout ce qu'on s'était imaginé et c'est globalement révélé vrai, c'est-à-dire oui, c'est beaucoup plus dur de recruter. Clairement, et là, on commence à avoir une équipe d'une bonne taille avec suffisamment de seniorité, et donc on se permet de plus en plus de prendre des gens sur
sur un investissement long terme pour les former, mais on sait qu'il y a plusieurs mois de montée en compétences, d'apprentissage pour avoir quelqu'un de suffisamment senior et autonome. C'est probablement un peu plus compliqué que sur des stacks plus standards. Et en même temps, cette équipe senior très polyvalente dont on a rêvé au début, on s'est dit on aimerait bien avoir ça. Honnêtement, j'ai certains ingénieurs là qui sont là depuis longtemps, qui travaillent sur la stack, qui sont des rockstars maintenant là-dessus, à qui tu peux demander du dev back-end sur à peu près n'importe quoi, de très bon niveau, à qui tu peux demander de gérer l'infrastructure, de gérer des problématiques de sécurité, de gérer des problématiques de scalabilité quand c'est nécessaire, à qui tu peux demander aussi bien de faire un développement applicatif simple que de mettre en place toute une plateforme événementielle de gestion de données asynchrone, des choses avec de l'architecture beaucoup plus complexe, parce que ils se sont formés sur toutes ces technos-là et que c'est les bonnes personnes qui sont arrivées au début. Donc je suis très content et je pense que ça nous réussit très bien de l'équipe qu'on a réussi à monter jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que on s'améliore en recrutement, ça reste un ralentisseur quand même. Donc globalement, c'est plutôt très positif. C'est quoi les inconvénients ou les difficultés qui sont amenées par cette approche? En fait, c'est peut-être moi qui vois que les aspects bien, mais je trouve qu'à chaque inconvénient, et il y en a très clairement, je trouve qu'à chaque inconvénient, en fait, c'est associé à en fait un aspect qui est assez positif. Le premier, je viens d'en parler, c'est effectivement la difficulté de recrutement dans l'équipe. C'est plus dur de prendre des gens. Je l'ai pas dit aussi, mais c'est plus dur de travailler avec des prestataires. On fait un maximum de choses nous-mêmes dans l'équipe interne. La majorité des personnes qui travaillent dessus sont recrutées. À certains moments, sur des aspects, sur certains projets, on aimerait pouvoir travailler avec des entreprises comme avec Fabrica pour aller développer certaines choses. C'est difficile à trouver sur le marché des entreprises de services qui ont déjà fait du serverless. Il y en a, mais c'est difficile à trouver. Mais donc, justement, est-ce que ça crée pas Ah oui, tu vas me dire, il y a toujours l'effet positif. Moi, par exemple, sur ce point, pour moi, ça crée un filtre naturel. Tu vas attirer les sociétés encore faut-il trouver les sociétés de services qui le font. Et s'il n'y en a pas, il y en a quelques-unes, mais c'est très complexe. Il y en a des très bien, comme avec Fabrica. Il y en a très bien. Absolument. Et donc, globalement, c'est légèrement plus difficile à trouver. Mais donc, le point positif que j'associe toujours à ça, j'en parlais tout à l'heure, c'est la qualité de l'équipe qu'in fine tu arrives à créer, quoi. Le deuxième, en fait, le fait de faire du serverless, ça oblige à faire pas mal de choses bien, on va dire, dès le début. Ce qui peut faire que ça va être un peu plus long de faire quelque chose. J'ai essayé d'être moins flou que ça. Quand on développe quelque chose, n'importe quoi, une évolution applicative, une nouvelle feature, une évolution sur nos bases de données, etc., on se doit de le faire de façon très industrielle dès le début, de faire l'intégralité de ce qu'on fait en infra as code, de faire une infra as code, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire d'aller mettre dans notre code base la façon de déployer l'infra. C'est-à-dire l'infra, on va pas la déployer nous-mêmes, lancer un serveur à la main, etc. Pas du tout. Tout ce qu'on déploie, toute l'infrastructure, elle est codée au même titre que l'application. Et on doit le faire entièrement. Il y a rien qui doit pouvoir se faire à la main. Parce que, on pourra en reparler, dans nos modes de déploiement, on va développer ce qu'on fait, y compris coder l'infrastructure, le déployer sur un premier environnement de prototypage, où là, toute l'infrastructure va se déployer en même temps que l'application. Puis sur un environnement de staging, où pareil, on redéploie l'infrastructure. Et donc, on peut pas se dire, bon, je vais aller lancer tel bout d'infrastructure à la main, puis je vais aller configurer le certificat à la main. Non, on est obligé de tout coder en infra as code dès le début, parce que c'est comme ça qu'on déploie dans nos différents environnements, qu'on teste et qu'on arrive à la fin en prod. Donc là où on pourrait se permettre des raccourcis sur d'autres types de stacks, où j'ai ma machine en prod, je vais aller poser directement un bout de code ou en staging directement dessus, sans tout bien industrialiser. Là, nous, on est obligé d'un peu faire les choses très industrielles dès le début, et donc il y a certains raccourcis qu'on peut moins se permettre de prendre. Mais comme je te disais tout à l'heure, je le tourne plutôt en point positif, c'est-à-dire on est obligé de bien développer et de bien faire d'infra, ce qui est quand même une chose bien quand on fait de la banque, je trouve. Ah, puis tu es obligé de te poser ces questions en amont, quoi. Ouais, exactement. Bon, après, mais je pense que c'est une frustration que tout le monde a toujours eu. Ça entraîne toujours des choses du type, non, mais attendez, là, on veut juste changer, c'est pas quoi, là, pourquoi on met du temps? Pourquoi on met du temps? Parce qu'on fait les choses bien.
Donc, on essaie toujours de trouver le juste milieu là-dessus, mais ouais, t'as peut-être un peu plus de temps pour déployer quelque chose. Il y a un point négatif, qui en est un sur le papier, qui nous a jamais posé le problème, mais qui est évidemment là, c'est le lock-in avec l'offreur cloud, en l'occurrence pour nous avec AWS. Oui. Celui-là est évident. Je voulais venir sur ce point, parce que... Ouais. Il est évident, et puis on le savait dès le début. Le fait de sortir d'AWS, c'est pas infaisable, mais assez compliqué pour nous, parce qu'on a utilisé beaucoup de leurs services managés, qui sont des choses qui sont beaucoup moins standards que du Kubernetes ou autre. On a pris un pari, j'ai pris au début un pari qui est de dire AWS a moins de chances de mettre la clé sous la porte que nous dans les années à venir. Le marché est tel que il y a peu de probabilité que tout d'un coup ils multiplient tout leur prix par 3. Et donc ça nous apporte suffisamment pour que dans les premières années de Blanc, et on verra ce qu'on fait sur la suite, on a toujours moyen de sortir à un moment donné, mais ça nous apporte suffisamment pour qu'on prenne ce risque en travaillant un peu lock-in avec un offer cloud en qui on a confiance. Ça nous apporte suffisamment pour qu'on prenne le risque, voilà, globalement. Donc on fonctionne là-dessus, et ça sera, la discussion sera évidemment complètement différente le jour où on a une taille 10 fois plus grosse, où il y a une criticité qui est infiniment différente. Dans ce cas-là, on voudra probablement être un peu plus délié de Amazon. Mais honnêtement, j'ai envie d'avoir ces problèmes-là. J'ai envie d'être 10 fois plus gros et de me poser la question de comment je fais du multi-cloud. Je trouve juste que pour l'instant, c'est... Bah ouais, voilà. On est très content de la croissance qu'on a, mais pour l'instant, ça serait dommage de s'intéresser à comment je fais du multi-cloud, alors qu'en vrai, on est encore dans les problématiques de comment on fait de la croissance sur l'entreprise, quoi. En fait, on revient sur est-ce que ça marche pour tout type de projet? En théorie, oui, mais en pratique, selon la taille que tu as, la criticité que tu as, etc., ce lock provider cloud peut être un peu compliqué. Absolument. Bah, tu vois, par exemple, une discussion intéressante, nous, j'en ai pas parlé, mais notre actionnaire, c'est le Crédit Agricole. Donc, eux, ils connaissent aussi un peu, à des échelles extrêmement différentes, ces problématiques de cloud, parce que comme n'importe quelle banque, comme n'importe quelle grosse entreprise, ils se posent la question de à quel point ils doivent aller sur du cloud, et quel cloud, et de quelle façon. Bah, très évidemment, quand le Crédit Agricole, avec ses X dizaines de millions de clients, se pose la question de est-ce que je vais sur AWS, ils vont assez probablement se dire le serverless, c'est pas une super idée, en tout cas pas pour faire 100% de ce qu'on fait. Parce que le Crédit Agricole soit en lock-in complet avec un offreur comme AWS, ça paraît de l'extérieur une mauvaise idée. Donc là, quand tu es un Crédit Agricole, quand tu es un SOG, quand tu es un BNP, bah évidemment, tu travailles sur une stratégie multi-cloud dès le début et un truc qui te permet de maîtriser ton destin. C'est quand même vraiment pas les mêmes échelles, quoi. Et donc, pour toi, justement, le projet startup est peut-être le bon candidat pour ce type d'architecture. La startup tech qui a besoin d'aller vite sans d'avoir ses coûts d'infra, sans avoir ses temps de gestion d'ops, etc. Et où les problèmes de criticité volume arriveront bien plus tard et ce sera des problèmes de riches. Ouais, c'est ça. C'est l'adage standard do things that don't scale. Ce que ça veut dire, c'est pas faites n'importe quoi en tech, c'est juste ce qui tue une startup au début, c'est quand même extrêmement rarement parce que la tech est pas bien. Ce qui tue une startup, c'est parce que l'idée est pas la bonne ou a été mal exécutée, le produit répondait pas aux bons besoins, etc. Et donc la première chose à tester, c'est ça. C'est pas est-ce que je suis capable de faire une infrastructure au dispo redondée dans plusieurs data centers, quoi. Voilà. C'est très adapté pour de la startup. Ouais, ça paraît assez naturel quand on en parle vraiment en détail comme ça. Alors, t'en as pas parlé, mais moi, il y a quand même quelque chose qui me chagrine derrière. En termes d'algorithmie, le stateless, c'est quand même plus compliqué que quand tu peux t'en passer, en fait. Et naturellement, ça a quand même une certaine complexité algorithmique à gérer, à découper un peu les choses, peut-être plus découper certaines choses qui sont pas forcément... tu sais pas, enfin, voilà, t'as cette notion de... tu vas avoir beaucoup de services autonomes qu'il va falloir que tu gères.
Ça peut être une certaine complexité liée à... Je ne sais pas combien aujourd'hui vous avez de lambda. À mon avis, vous devez en avoir quelques-unes. Je me demande si on n'est pas autour des... C'est plusieurs centaines, je me demande si c'est pas autour des 400, 500. Parce que les ingénieurs qui vont écouter ce podcast chez moi vont me taper dessus, mais je crois qu'on doit être autour de ça. Ils vont dire n'importe quoi, beaucoup plus. T'as oublié un zéro. Non, c'est de l'ordre de plusieurs centaines, si je me rappelle bien. Et ce découpage et cette logique d'ensemble et cette articulation et ce stateless et tout cette peut rajouter une certaine contrainte technologique, je trouve. Enfin, intellectuelle déjà. Ça rajoute une contrainte intellectuelle. Ça, c'est vrai dans le sens où l'architecture est un peu plus complexe. Ça fait un peu partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est plus dur de former des ingénieurs dessus et il va falloir passer un peu plus de temps pour concevoir tout ça et peut-être une équipe un peu plus senior. Ça demande aussi de revoir certaines façons dont on fonctionne en général pour développer et pour monitorer une infrastructure. Les cycles de développement, toute la partie CI est un peu différente. C'est plus difficile de bosser en local. Ça, c'est des intérêts aussi. Du coup, on bosse beaucoup plus vite online sur les environnements distants. Ça change un peu la façon dont on monitore. Tout d'un coup, en fait, on va monitorer des flux qui, comme tu le disais, sont très variés parce qu'on veut savoir quel lambda est appelé à quel moment et quand est-ce qu'elle appelle tel autre lambda, où est le bottleneck, à quel moment il y a des appels à infrastructure, où il y a des appels à d'autres types de services. Vu que l'architecture est très explosée en des centaines de bouts, oui, le monitoring de tout ça est différent, il est pas forcément infiniment plus complexe que sur une infrastructure plus standard, mais il est différent, quoi. Alors que sur quelque chose d'un peu plus monolithique, en fait, la majorité des appels, ils se passent en interne sur ma machine, je vais pas trop m'y intéresser. Là, non, on va avoir lambda 1 qui appelle lambda 2, qui finalement appelle la database, puis qui envoie vers une API tierce, voilà. Et je vois aussi une problématique peut-être de documentation technique qui peut émerger. Est-ce que vous avez mis en place des choses un peu spécifiques dans votre monde, que ce soit autour de la documentation, d'instrumentation, pour justement pallier un peu ces manques? Je pense pas qu'il y ait plus de complexité ou un changement particulier au niveau de la documentation. Documentation, c'est dur, comme partout, je pense, une documentation complète, à jour, facile d'accès, et donc je pense qu'on se heurte aux mêmes difficultés qu'un peu tout le monde, de savoir bien faire les choses, de maintenir ça. Et en ce moment, on fait beaucoup grossir l'équipe technique, et donc on est en plein dans ces problématiques-là. Est-ce que notre documentation est suffisamment complète, suffisamment facile d'accès pour savoir faire grossir l'équipe sans qu'à chaque fois on ait à former tout le monde en présentiel en expliquant tout ce qu'on a dans la tête? Donc on évolue vite là-dessus, mais très honnêtement, je pense pas qu'il y ait une complexité spécifique qui soit liée au serverless là-dessus. À partir du moment où, en partant du principe que oui, il faut former les nouveaux arrivants à nos façons de faire. Et donc c'est la courbe d'apprentissage dont je parlais tout à l'heure, mais au-delà de cet aspect-là, il faut apprendre nos façons de faire. Le fait de faire de la documentation, la façon de le faire, je pense que c'est pas très différent. Pas très différent d'une infrastructure autre, plus standard. Tu parlais tout à l'heure de difficultés plus algorithmiques avec le stateless, etc. En fait, pour le coup, là, je pense que ça fait partie de quelque chose dont on parlait juste avant, qui est on est obligé d'un peu mieux faire les choses par défaut. Et donc quand tu raisonnes sur ton application, tout d'un coup, tu sais que de toute façon, ce qui tourne dans la lambda est stateless, tu vas tout perdre une fois qu'elle a arrêté de s'exécuter au bout de quelques millisecondes, quelques secondes. Et donc, tu raisonnes beaucoup mieux dès le début sur qu'est-ce que je dois stocker, est-ce que je peux manipuler en local qui va disparaître, où est-ce que je dois le stocker, est-ce que là, je dois mettre un élément en base de données, est-ce que je dois balancer un événement dans le bus d'événements, est-ce que je dois déclencher une autre lambda. Et donc, ça sépare un peu mieux les rôles et responsabilités, ce qui est lié à du local qui est éphémère et ce qui est lié à quelque chose qu'on doit persister. Et après, on n'a pas vraiment on pourrait se dire, mais du coup, c'est quand même difficile de travailler sur de l'algorithmie juste avec la base de données et rien stocker en local. Faut avoir en tête les performances de tous ces services-là. Une lambda qui communique avec la base de données, les performances, c'est sous la milliseconde de temps d'accès. Donc en fait, tu peux faire ce que tu veux, stocker tes informations en base de données, les récupérer instantanément, les remanipuler. Les performances sont en général pas un problème, quoi. J'aime bien ce biais de contrainte, encore, on en revient. C'est un peu ça. T'as un peu la contrainte qui crée un biais où tu es obligé et là où tu es dans un environnement traditionnel un peu plus libre, où c'est l'expérience et les bonnes pratiques qui font que tu te poses ces questions-là. Mais c'est pas mal aussi d'avoir les contraintes. Ça t'évite de te louper par moment.
Donc, ça a un côté assez élégant. Et tu vois, ce qui est intéressant peut-être avec le recul, je suis pas sûr que je le fasse, mais si un jour je lance une entreprise dans un secteur beaucoup moins critique, tu vois, où en fait le truc il peut tomber quelques heures, où tu peux avoir une petite corruption de données, tu vas avoir des clients bien contents, mais t'as pas foncièrement un énorme problème. Un jour je fais ça, je sais pas si le serverless est si adapté. Dans notre cas, on gère du paiement. Honnêtement, on peut pas. Déjà, on peut difficilement être down, et on peut absolument pas avoir des problèmes de corruption de données ou de droit d'accès ou quoi que ce soit. Donc, le fait d'avoir ce biais de contrainte, comme tu dis, on est obligé de faire les choses légèrement mieux que la moyenne dès le début. Dans notre industrie, ça me va très très bien, et ça permet de se rassurer dans les choses qu'on construit. Si j'ai envie de citer aucune industrie parce que ça va être négatif, mais si on fait quelque chose avec légèrement moins de criticité, je pense qu'il faut aussi pas forcément se poser ces contraintes-là. Et quelque chose d'un peu plus rapide peut très bien marcher, quoi. Et sera une bonne idée. Je suis 100% d'accord avec toi. Je veux dire, c'est parce que tu es une start-up bancaire. Ouais. Voilà, tu es dans la... et tu manipules les sous des gens, quoi. Et en plus de professionnels. C'est encore pire. Donc, enfin, je sais pas si c'est encore pire. Quoi qu'il arrive, c'est pire. Et mais une start-up, le principe, c'est de faire du fake it until you make it, d'essayer d'aller vite, quitte à ce que et livrer un produit qui peut-être est buggé, mais pour tester le marché, quoi. Donc, c'est pas dans les start-up traditionnelles, tu peux te permettre dans plein de secteurs à ce que ça marche pas complètement super parfaitement, ingénierie parfaitement au point, super truc, c'est pas très grave. Au contraire, ça crée l'occasion de créer un lien humain avec ton client, de discuter avec ton client, etc. Et voilà. Et après, quand tu commences à scaler, oui, là, il faut quand même que tu fasses un truc, ça serait très propre et qui ait des vrais temps de réponse et qui est capable de tenir la charge. Mais ça, c'est... Et après, dans le monde des paiements, le fake it until you make it et la discussion avec ton client, si en fait ton système de paiement il marche pas, elle est pas sympa. tu essaies d'éviter de la faire ça dès le début. Ouais, non, mais c'est pas du tout. Ouais, c'est normal. C'est une industrie différente avec des avantages. Moi, j'aime bien les industries qui ont beaucoup de contraintes. Hein. Je trouve que dans la contrainte, tu apprends beaucoup et t'as des enjeux derrière qui sont sympas. Est-ce que tu vois des coûts cachés liés à cette architecture? Ouais, alors quand on dit coûts cachés, c'est pas forcément des coûts qui du coup sont astronomiques par rapport à des infrastructures plus standards, mais par contre, je pense qu'effectivement la répartition des coûts est très différente de ce qu'on peut avoir dans d'autres infras. Si je fais un peu de tête, comment sont répartis nos coûts, on va avoir extrêmement peu sur ce qu'on appelle du compute, c'est-à-dire juste faire tourner nos applications, notre code, les logiques métiers. Ça va pas être loin de moins de 5% de nos coûts, quoi. Donc, ce qui normalement serait des frais qui sont du serveur, quoi. Pareil, si je mets la base de données dedans, ça augmente quasiment pas beaucoup plus, quoi. La base de données, c'est peut-être légèrement plus, mais non, en fait, la majorité de ce qu'on fait, le cœur de notre réacteur, c'est vraiment pas ce qui nous coûte cher. Ce qui coûte vite cher, c'est et ça c'est pareil, c'est étonnant, c'est des trucs qu'on découvre au fur et à mesure, c'est le monitoring et logging. Tous les logs, on log beaucoup, on a besoin pour la façon dont on fonctionne, et on a besoin aussi pour de la traçabilité, pour tout ce qu'on fait dans notre métier. On log beaucoup, et ça coûte vite cher. Et donc, en fait, on a une part non négligeable de notre facture sur des comme ça, en fait, sur des fonctionnalités transverses de l'architecture, comme monitoring, logging de l'infrastructure, enfin de tout ce qu'on fait. On va avoir des frais aussi pas anodins sur tout ce qui est data platform. Donc, je sépare un peu en deux parties la partie plateforme de prod centrale dans lequel les paiements passent, le client peut consulter son compte, commander une carte, etc. Et la partie où on va synchroniser l'ensemble de nos données et pouvoir faire des analyses plutôt en masse, faire comprendre mieux notre business, les façons dont les clients utilisent les comptes, etc. Et en fait, ça, c'est des parties qui sont pas critiques, c'est-à-dire si à un moment donné ça tombe pendant 1 heure, les clients le voient pas, mais qui sont en fait des parties qui coûtent cher. Toute la manipulation de données, c'est beaucoup de volume, c'est beaucoup de temps réel, c'est des très grosses analyses, on manipule beaucoup de données,
Et c'est donc des parties qui coûtent assez cher. Donc en fait, si on recule, les parties les plus centrales pour le client sont les parties qui coûtent le moins cher, et les parties les plus transverses, qui sont un peu moins critiques, même si on en a absolument besoin, sont les parties qui coûtent le plus cher. Donc ça, c'est... Et tous ceux qui sont intéressés, qui écoutent ça, peuvent évidemment absolument me contacter pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Je partage sans aucun problème les détails de la façon dont on paye AWS. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à se dire là-dessus. Mais honnêtement, ça, c'est plus des découvertes. On savait pas trop, on se disait que les coûts allaient être assez intéressants pour nous, mais on savait pas trop où ils allaient être. On l'a découvert, c'était que ça. Et puis en coût caché, tu as... mais je vais pas revenir sur un sujet qu'on a déjà discuté, mais tu as... une équipe qui coûte un peu plus cher à construire, à maintenir. On peut parler un peu du debug. Pour moi, la difficulté, c'est que c'est beaucoup plus compliqué à débugger. C'est plus compliqué à débugger. Faut être honnête là-dessus, c'est vrai. En fait, ça nécessite de prendre des... Il peut pas y avoir que... Ça peut pas être parfait. Il peut pas y avoir que des... Mais ce qui m'intéresse derrière ça, comment est-ce que vous avez mis en place des choses? Est-ce que vous avez des pratiques d'outillage qui vous facilitent un peu la vie autour de ces débugages? Ouais, ça, on s'y est confronté très très tôt. Alors, il y a deux aspects qu'on pourrait mettre dans le debug. Il y a tout ce qui est debug dans les phases de développement, jusqu'à livraison prod. Comment t'as un cycle le plus court possible pour tester ce que tu fais. Et il y a le debug de ce qui se passe en prod. Quand t'as un problème, comment t'es capable de savoir le plus précisément ce qui s'est passé et comment tu peux corriger. Si on parle du premier déjà, sur les cycles de livraison, donc tout ce qui est CI, là, on s'est heurté au problème dès le début. En fait, il y a énormément de choses que tu t'arrêtes très très vite dans ce que tu peux faire en local. Dès que tu as besoin de faire tourner des éléments d'infrastructure type ce dont je parlais, des lambda, des bases Dynamo, on utilise beaucoup aussi des services qui s'appellent SNS, SQS, qui nous permettent de faire tourner des bus d'événements. Ça existe en local. On peut simuler ça en Docker, mettre ça dans les Docker, faire tourner ça sur le poste. Honnêtement, c'est lourd. Ça fonctionne. Enfin, c'est assez difficile à utiliser pour du debug local. Et en fait, ça a pas trop d'intérêt par rapport à quelque chose qu'on fait beaucoup plus maintenant, c'est-à-dire pousser très vite vers du distant. Assez rapidement, les développeurs vont aller pousser sur un environnement de prototypage. Chacun a son compte AWS sur lequel il va pouvoir aller prototyper. Rapidement, on va aussi aller monter des environnements à la volée. On a des environnements spéciaux là-dessus qu'on appelle les environnements de CI, sur lesquels on monte des environnements d'infrastructure à la volée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'infra as code, c'est important. Monter un environnement à la volée, ça veut dire je déploie mon code, ça déploie en même temps l'infrastructure et mon truc tourne à la volée. Et du coup, on s'est beaucoup plus orienté vers ces modes-là. Ça demande de changer un peu de paradigme, ça demande de travailler un peu différemment. Et comme tout à l'heure, je vois toujours l'aspect positif du truc, mais l'aspect positif, c'est que tu vas beaucoup moins avoir ce problème classique de ça fonctionne chez moi en local et ça fonctionne pas en prod ou ça fonctionne pas en staging. Non, parce que de toute façon, très rapidement, je l'ai poussé dans un environnement distant sur un compte AWS. Mon infrastructure, de toute façon, elle est codée. Donc, a priori, j'ai aucune différence entre ce qui arrive dans un environnement A ou un environnement B. Et donc, oui, c'est un peu plus dur de faire du debug. Quand tu fais du debug en ligne, tout le monde le sait, c'est plus difficile que de faire du debug direct sur ta machine. Mais je pense qu'au global, sur l'ensemble du cycle de livraison, on y gagne un peu parce qu'il y a beaucoup moins d'aller-retour entre ce qui va arriver juste avant la prod, en staging ou ce qui est en local, quoi. Donc ça, c'est la partie livraison. Ouais. Pardon. Ouais, vas-y. La partie livraison, et après en prod, c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure, on log beaucoup, on log comme des bourrins tout ce qui se passe, parce que c'est ça qui nous permet de savoir très précisément comment fonctionne notre plateforme, le problème qu'il y a. Je pense que de toute façon c'est une pratique qui est assez répandue aussi. Savoir précisément ce qui se passe à n'importe quel moment, dans n'importe quel lambda, dans n'importe quel bout d'infrastructure, n'importe quelle partie applicative. Et donc, on va beaucoup s'appuyer sur ces logs pour savoir précisément comment les choses ont eu un problème, comment tel bout d'application s'est pas comporté comme il devrait. Voilà. Je pense que c'est plus classique en prod. Là, pour le coup, on n'a pas trop le choix. On va beaucoup devoir s'appuyer comme ça sur les logs applicatifs et les logs d'infrastructure. Et est-ce que tu as d'autres briques techniques ou d'outils que vous avez mis en place pour vous faciliter la vie? Là, tu parlais déjà de l'autonomie des développeurs qui ont chacun leur compte AWS et qui peuvent déployer automatiquement dans leurs éléments à eux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez mis en place pour un peu vous faciliter la vie autour de
de votre code serverless? Cet aspect-là, déjà, le compte pour chaque développeur, il est assez central et assez important dans la façon dont on fonctionne. Le principe, il est très simple. Chaque développeur back-end qui arrive chez Blanc, on lui donne un compte AWS qui est juste à lui, et seul, il a droit à admin dessus. Quasiment pas de restrictions. Et il y a la carte bleue de Blanc qui est branchée dessus, et il dépense ce qu'il veut. C'est littéralement ce que je viens de dire. Il n'y a pas de restrictions, et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de problème, pas de gros problème. Et donc, on demande aux gens d'être responsables. Allez pas lancer une machine C2 énorme pendant 2 semaines au fin fond du monde. Mais honnêtement, de toute façon, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Et ça permet quelque chose de vachement sain. C'est déjà dans les phases dont je parlais de cycle de vie, de fabrication, ça permet d'aller prototyper un peu rapidement. J'ai un environnement sur lequel je peux faire ce que je veux. Et puis surtout, ça permet d'aller tester. C'est vachement sympa de se dire Lambda, ça fait ça, SNS, ça fait ça, etc. C'est quand même carrément autre chose d'aller directement sur son compte, d'aller lancer un service et sans s'intéresser à combien ça va me coûter. Enfin, évidemment, il regarde à chaque fois quand même que ça fasse pas exploser les chiffres de la boîte. Mais en général, c'est quand même sur AWS, c'est l'intérêt, c'est assez progressif. Et donc, c'est facile d'aller monter un petit proto, d'aller lancer des choses. Et à tel point que donc c'est très utilisé, notamment par nos développeurs les plus seniors. Ça a limite entraîné des problèmes plutôt au début de Blanc. Heureusement, on en est sorti il y a quelques temps. Et ça a limite entraîné des problèmes, c'est-à-dire en fait, on lance des choses trop vite en proto et il y a des choses qui tournent en proto qui finissent par être utilisées en production parce que c'est trop facile à utiliser, c'est pratique. Bon, je pense qu'on a tous ces petits bouts comme ça de choses qui ont été faits en proto et qui finissent en prod. On a le classique de je le changerai demain, vous inquiétez pas. Peu importe archi, on a toujours ça. Mais donc c'est juste pour illustrer ça fonctionne bien et ça permet vraiment de se faire les dents sur tout ce que peut proposer une infra comme ça. Et donc derrière, ça nous a permis de monter beaucoup de choses dans notre infrastructure. J'ai beaucoup parlé des mêmes services là, Lambda, DynamoDB, SNS, SQS, qui sont vraiment des briques assez centrales dans ce qu'on fait. On peut en citer beaucoup autour et on aime bien comme ça fonctionner assez en briques de Lego. Et c'est comme ça que de toute façon AWS fonctionne beaucoup. On a besoin d'un API Gateway, ils ont leurs offres d'API Gateway. On a besoin d'un système j'ai perdu mes mots, c'est pas grave, mais de répartition du contenu et de cache des appels, pas tant load balancer, mais de répartition at edge, donc qui s'appelle CloudFront chez AWS. Pareil, pour la gestion des certificats, la gestion des clés de sécurité, la gestion de beaucoup de choses, c'est aussi assez pratique et assez sympa de fonctionner comme ça en brique de Lego. Ça lie vachement bien avec le système de prototype, le compte de prototype que chaque développeur a. C'est comme ça il peut commencer à assembler, tester les briques de Lego, comment l'interaction entre chacun. C'est comme ça qu'on a construit tout ce qu'on fait en data. On a une plateforme de données qui stream automatiquement toutes les données qu'on récupère, soit dans nos bases, soit via des API partenaires, qui les structure. Nos bases de données sont non structurées par défaut, c'est du NoSQL, des bases de données et documents. Et donc, on structure tout ça à la volée, on les stocke, on les transforme, à pouvoir ensuite lancer des analyses dessus. Tout ça s'est fait par interconnexion de briques qui nous aident à faire ça beaucoup plus facilement. Et tout ça s'est fait parce qu'on était capable d'aller le prototyper vite sur un environnement qui était dédié à chaque développeur, quoi. Ces modes de fonctionnement nous aident vraiment à faire évoluer notre infrastructure rapidement. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas parlé sur le serverless? J'ai l'impression qu'on a fait un peu de tout. Est-ce qu'il y a des trucs importants ou des conséquences? Il y a une conséquence que je trouve très intéressante qui est en 2 parties, qui a 2 conséquences intéressantes. C'est un des gros avantages une des conséquences factuelles, sans parler d'avantages, une des conséquences factuelles du serverless, c'est que on peut voir très facilement et très rapidement et avec beaucoup de détails les performances de chaque bout de notre infrastructure, de notre application et de tout ce qu'on fait chez moi. On est capable de dire avec précision que en fait les paiements par carte, les retraits par carte dans les ATM et peut-être particulièrement dans telle région du monde, ça nous coûte un peu plus cher que la moyenne en infrastructure et les performances sont moins bonnes et donc ça nous coûte plus cher. Et tu vois, ce niveau de granularité, on est capable de le savoir relativement facilement parce que ça tourne sur une lambda spécialisée, parce qu'on a les logs qui vont bien, parce que ça va taper spécifiquement dans la base.
ou alors que le fait d'aller valider un prélèvement, tel type de prélèvement, ça dure 3 fois plus longtemps que la moyenne, c'est pas normal. Donc on a un niveau de granularité sur la performance et donc les coûts qui est très bon. Alors après, on agit ou on n'agit pas là-dessus. À un moment donné, si on se dit en fait tel type de paiement carte, il prend 2 fois plus de temps que la moyenne, parfois en fait c'est pas grave, c'est normal et on change rien. Et parfois, ça nous permet de dire, ça, en fait, du coup, le fait de le détecter, c'est facile à changer. On sait pourquoi. On voit qu'il y a un bottleneck de performance à tel endroit et on va le changer. Et donc, en fait, on a une capacité d'aller optimiser les performances et donc d'optimiser les coûts qui est très bonne. Si je compare ça à des choses un peu plus monolithiques, dans ce cas-là, c'est plus difficile de voir les bottlenecks de performance parce que, bon, je pousse un peu à l'extrême, mais à partir du moment où on a une grosse application qui tourne sur un serveur, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, moi, je vois la consommation du serveur, la consommation CPU, la consommation RAM, mais finalement, qu'est-ce qui consomme à l'intérieur, c'est plus dur à dire. Là, c'est très bien séparé et donc on a cette bonne analyse des performances. Et je disais, c'est intéressant sur 2 aspects. Ça, c'est intéressant pour les performances et le coût. On améliore les performances pour le client, on améliore notre coût, les deux sont très reliés. Et deuxième chose, dont on n'a pas du tout parlé là, et je trouve que c'est un excellent avantage, c'est l'aspect émission carbone de notre infrastructure. Parce qu'en fait, c'est marrant, je trouve qu'on en parle assez peu de cet aspect-là. Quelque part. Sur le principe, avoir une infrastructure qui ne fonctionne que quand le client l'utilise, qui est arrêtée le reste du temps et qui fonctionne juste le temps nécessaire, et où en plus on est capable de voir les bottlenecks de performance et de dire ce truc-là, il a pris 3 secondes à fonctionner, c'est pas normal, on est capable de le couper et de le faire réduire à 1 seconde. C'est bien pour notre client, c'est plus performant, c'est bien pour nos coûts, et c'est bien pour les émissions carbone associées, parce que derrière, de toute façon, on fait tourner un serveur qui lui-même émet, etc. Et je trouve que d'avoir ce très bon alignement performance, coût et émissions carbone, c'est très sain, parce que je vais être honnête, nous, on passe pas la journée à se dire ah oui, on coupe les émissions carbone là sur l'infrastructure, mais en fait, on le fait de facto parce qu'on se dit ah là, je vais améliorer les performances, donc ça m'améliore les coûts, donc ça m'améliore les émissions carbone. Et ça, je trouve que c'est extrêmement sain dans une infrastructure. Et ça nous conforte aussi dans le fait de continuer dans ces façons de faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Sur le premier élément que tu as dit, il existe de l'instrumentation des applications qui permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'application, où tu passes du temps, où tu passes du CPU, où tu passes ta perf, du temps, etc. Le problème, c'est que il n'y a pas forcément, c'est un découpage technique derrière. Et l'avantage de raisonner comme toi tu raisonnes, c'est que vous avez un découpage un peu fonctionnel déjà des éléments. Donc c'est ça que c'est intéressant. C'est que déjà tu as un peu un point de vue fonctionnel sur là où tu dépenses de l'argent, là où tu es un peu moins performant, etc. Et ça permet d'arbitrer un peu les choix. Donc là où tu as besoin de faire d'analyse, d'instrumentation quand tu as tout dans un seul modèle, ce qui se fait très bien aussi par ailleurs, mais bon, c'est juste une autre gymnastique. En méta commentaire sur tout ce qu'on se dit là, c'est évident qu'à aucun moment, ce que je disais sur le serverless ou ce qu'on peut se dire sur le serverless, c'est un avantage exclusif du serverless et on ne pourrait jamais l'avoir avec d'autres technologies. Je pense qu'on le sait tous. Tout est faisable quasiment avec toutes les technologies. La question, c'est à quel coût, à quel point c'est simple, et puis à quel point on a envie de le faire de cette façon-là. Oui. C'est juste que dans ce cas-là, spécifiquement sur ce point, un peu sans le chercher à le faire, c'est un peu natif parce que l'infrastructure est corrélée au fonctionnel. C'est-à-dire j'ai quand même une lambda dédiée à valider les prélèvements des clients, par exemple. Et donc, sans chercher à faire quoi que ce soit, sans implémenter quoi que ce soit, AWS va me dire, attention, cette lambda, elle consomme beaucoup, je regarde, c'est la lambda de validation des prélèvements, je sais que ma logique de validation des prélèvements des clients, elle a un problème. Et donc, sans chercher à implémenter quoi que ce soit, j'ai une info intéressante. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Et de toute façon, et je pense qu'on est aligné sur ce point, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, comme il n'y a pas de bonne ou mauvais framework, ou de bonne ou mauvaise technologie, etc. Enfin, dans le monde. Il y a qu'est-ce qu'on veut utiliser par rapport à un contexte, par rapport à une situation, par rapport à un stade de l'entreprise, etc. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un épisode. Aujourd'hui, on parle de serverless, mais demain, on va avoir un épisode où on va parler de justement comment ne pas faire du microservice et que le microservice, c'est pas forcément la panacée.
Voilà, et qui a un point de vue encore différent. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est croiser point de vue, et c'est un peu le sujet. C'est pour ça que je discute de ça avec toi aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, moi j'utilisais vraiment sur des sujets très spécifiques le serverless, qui me plaît beaucoup, mais pas de manière globale. Et je voulais voir un peu, quand on l'utilisait vraiment de manière globale, c'est quoi un peu les conséquences, c'est quoi un peu ce que ça apporte, et qu'est-ce qu'il faut penser aussi. Ce que tu me dis là, tu me demandais s'il y avait des choses à rajouter sur le serverless. Il y a une autre conséquence, on voit de plus en plus, ce que tu viens de dire m'y fait penser. On fait effectivement 100% de ce qu'on fait en serverless. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que on n'a pas un endroit où on va s'amuser à gérer des machines, en termes EC2, donc des machines virtuelles sur Amazon. On va s'amuser à gérer des réseaux avec des ouvertures de ports, des choses comme ça. On gère peu d'infra. La conséquence de ça, c'est qu'on ne sait pas le gérer. C'est-à-dire et qu'on n'a pas envie de le gérer. On n'a pas une compétence particulière sur la sécurité réseau. Je veux dire, on a ce qu'il faut pour gérer la façon dont on le fait, mais on n'a pas l'expérience d'aller gérer un parc de machines virtuelles correctement connectées, scalables, etc. Et parfois, c'est vrai que ça joue dans les décisions. C'est-à-dire que dans certains cas, on se dit, si on devait développer tel nouveau bout de notre architecture, on a un peu de mal à faire en serverless et on le développerait bien avec une infrastructure plus standard. Mais ça va toujours peser un peu, va toujours essayer de rester dans notre framework, dans notre façon de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de même glisser 1% de l'infrastructure avec des serveurs, parce qu'on est moins expérimenté. Et donc, on le sait, en termes de sécurité, c'est le maillon faible qui compte, même si on a 1% de notre architecture dans lequel on a des serveurs, du réseau, et qu'on n'a pas mal fait le boulot à cet endroit-là, parce qu'on a moins d'expérience, c'est le maillon faible. On a potentiellement des failles de sécurité à cet endroit-là, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, ça nous pousse. Il y a une espèce de boucle de rétroaction où, en fait, on va chercher tant que possible à rester là-dedans. Je ne sais pas si on le fera, pendant combien de temps on le fera. Mais clairement, il y a cet effet-là, quoi. C'est la notion de contexte, prise en compte du contexte dans son ensemble, de faire des choix forts, de les assumer avec les avantages et inconvénients. Ce qui est important, c'est de maîtriser, en fait, les choix et les conséquences que ça a. Et puis, à partir de ce moment-là, puis rien ne bouge jamais, et surtout dans l'IT, en fait. Ça c'est certain. J'ai une dernière question pour toi. On sort un peu du sujet serverless, parce qu'en fait, tu en as parlé un peu en introduction, maintenant t'es CEO de Blanc. En ancien tech, et en plus tu as commencé en tant que CTO, tu as dû apprendre vraiment ce métier de CEO. Comment tu fais pour progresser dans ce métier, pour apprendre et progresser chaque jour et dans ce nouveau métier, en fait? Je pense que je fais exactement comme je fais dans la tech. Comment tu fais pour apprendre comment développer en Lisp, en Haskell, je sais pas quoi. En fait, t'y vas, tu jettes dedans, tu fais un petit projet toi-même avec tes mains et t'apprends au fur et à mesure. Et comme beaucoup de choses, en fait, il faut y aller, il faut le faire soi-même. En prenant ce job-là, j'ai dû commencer à gérer les finances de l'entreprise, la stratégie de développement produit, j'étais déjà un peu plus dedans dès le début, des questions tout autres de marketing, de conformité aussi, on est quand même très exposé à ça, lutte contre la fraude, conformité. Ma façon de faire, en tout cas, sans préjuger de quelles autres alternatives il y a, c'est déjà d'y aller, d'essayer de le faire moi-même, dans une certaine mesure, dans ce que je peux faire, ce que je peux apprendre, etc., et de me mettre à fond dedans, les mains dedans. Et une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, gérer des finances, gérer du marketing, gérer de la conformité, tout ce qu'on pourrait avoir à faire. Dans ce cas-là, en général, il y a un moment où il faut recruter quelqu'un bien meilleur que soi pour aller gérer ça, qui a beaucoup plus de bouteilles, qui va pouvoir le gérer sur le long terme. Mais je pense que la meilleure façon de le faire, les meilleures façons de savoir ensuite mesurer, piloter ça, c'est de l'avoir fait un peu, comprendre le cœur du métier. Et je suis content maintenant, quand je discute avec notre responsable conformité, avec notre responsable marketing, de savoir un peu, d'avoir un minimum de vernis, loin de ce qu'ils ont, mais d'avoir un minimum de vernis, de l'avoir fait moi-même et de pouvoir discuter.
Et je pense que c'est vrai sur de la tech, c'est vrai sur à peu près tout. Et en tout cas, je n'envisage pas de faire le boulot que je fais sans passer par cette étape à chaque fois. Je le fais moi-même et ensuite on discute, quoi. Je te propose de passer sur les questions de fin. Avec la première question, tu vas voir, elle est toute simple, la première question. C'est, selon toi, pourquoi c'est si difficile de réussir un projet informatique? Alors non, je troll là, quand je dis qu'elle est super simple. Elle n'est pas si simple que ça. Elle est carrément compliquée. Alors, j'ai répondu, je ne sais pas si c'est une partie de la question ou toute la question. Pourquoi c'est si difficile de faire un projet informatique dans un temps défini? Parce qu'on arrive toujours à faire un truc qui fonctionne bien à la fin. Enfin, sauf, je sais pas, peut-être si on fait un ordinateur quantique, mais à la fin, on arrive toujours à faire quelque chose qui fonctionne bien. La question, c'est est-ce que j'ai réussi à le faire en un mois, en un an ou en 10 ans, quoi. Et puis avec le bon coup aussi. Et avec le bon coup. Et forcément, si je le fais en 10 ans que j'avais prévu pendant un an, a priori, le coup est pas bon, quoi. Et alors, je crois que j'avais lu ça quelque part. Je sais pas si c'est connu ou pas, mais il y a très longtemps. Et je pense que c'est super vrai. Le principe même de l'informatique, notamment du développement, c'est que tu peux pas tout spécifier dès le début parfaitement et ensuite le réaliser, parce qu'à partir du moment où si tu pouvais tout spécifier parfaitement dès le début, en fait, tu aurais déjà écrit le code. Écrire le code, c'est écrire les spécifications. Donc, oui. Et souvent, on a cette discussion avec des gens qui sont pas du tout dans le milieu, qui nous disent, vous auriez pu passer plus de temps à préparer, on aurait perdu moins de temps sur ce truc que vous avez pas vu. Mais en fait, si j'avais passé beaucoup plus de temps, j'aurais juste écrit le code qui sont les spécifications de comment vont fonctionner mon système, quoi. Et c'est ça qui, je pense, de l'extérieur est dur à comprendre. Ouais. C'est, en fait, quand je développe, je suis pas en train de juste configurer des boutons de quelque chose qu'on a déjà bien spécifié. Je suis en train d'essayer de trouver comment ça va fonctionner, tous les edge cases, la façon la plus optimale d'y arriver. Et donc, je fais des spécifications. Et c'est pour ça que forcément, c'est soumis à énormément d'aléas. Je sais pas sur quoi je vais tomber, quel os, à quel endroit, quelque chose que j'ai pas prévu, parce que je le découvre au fur et à mesure, quoi. C'est tellement juste. Est-ce que ta famille comprend ton métier? Bonne question. Je sais pas si je leur ai demandé directement. Non, je pense qu'ils ils te disent pas. Maman, si vous ils te disent oui, mais en fait, pas du tout. Non, déjà, on s'en parle souvent. J'arrive pas à ne pas parler de mon job. Donc, et oui, je pense qu'ils comprennent bien d'une part parce que, comme je le disais en introduction, mon père a toujours été dans l'informatique, donc et dans toutes les technologies, etc. Et donc, oui, avec papa, ça se passe bien. Voilà. Et puis, non, et puis en fait, on en discute régulièrement. J'adore parler de ce que je fais, la façon dont ça évolue. Donc, je pense qu'ils comprennent. Tu sais quoi, la prochaine fois que je les vois, je leur pose la question en live et je reviens vers toi. Super. Comment tu fais ta veille? Alors, je suis un gros fan de Hacker News, Y Combinator. Donc, je passe un temps dont je ne parlerai pas, dont j'ai honte sur Hacker News. Je trouve le contenu extrêmement intéressant avec beaucoup de choses pour faire la veille. Ouais, mais c'est un Instagram pour moi, quoi. Oui, on peut y passer du temps, je suis d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, donc par là, je suis inscrit aussi à beaucoup de newsletters, mails, enfin beaucoup de Substack ou podcasts. En fait, à chaque fois, j'essaie je pense que je suis absolument loin d'être le seul là-dessus, mais j'essaie d'avoir suffisamment de sources pour entendre parler d'un petit truc intéressant. Et dans ce cas-là, de creuser beaucoup, de passer du temps à aller dans le détail, mais pourquoi ça? Et du coup, c'est quoi les sous-jacents? Ah, mais j'avais pas entendu parler de ce mouvement. Et souvent, la veille, je trouve qu'elle se fait comme ça, en ayant juste un petit truc qui fait ting. Ah, tiens, ça, je comprends pas, j'avais pas vu passer. Et en creusant, on apprend beaucoup de choses derrière. Et donc, le but, c'est d'avoir un maximum de surface d'informations, d'où les newsletters, les podcasts, les Hacker News, etc., pour avoir juste la petite info qu'on a envie de creuser. Si tu avais la possibilité de faire une pause, de partir en vacances demain matin, tu pars où? Alors, je pars en vacances en l'occurrence demain soir. Donc, je peux te répondre factuellement, je pars en Italie. Alors, quand le podcast il va sortir, tu seras plus en vacances. Je serai déjà revenu, je pense. Ouais, je suis désolé, tu seras plus en vacances, voilà. Donc, est-ce que ça s'est bien passé, tes vacances en Italie?
Écoute, a priori, il n'y a pas de raison. Si je pouvais partir, alors si on imagine que c'est sur un temps court, je suis un grand fan des pays asiatiques. J'en ai fait quelques-uns, Thaïlande, Cambodge, Laos, Japon aussi. Et c'est les endroits dans le monde où on est le plus dépaysé. Et je pense que en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans un voyage, c'est le dépaysement. C'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as vu? Alors, je suis très peu série. Donc, la dernière série que j'ai vue, c'est... Ouais, j'ai vu Kaléidoscope de Netflix. Je pense que c'est une bonne série de geeks, donc ça, voilà. Tu l'as regardé dans quel ordre? Je l'ai regardé dans l'ordre recommandé par Tarantino, que je recommande, qui est pas mal du tout. Voilà. Je sais pas toi, enfin, je sais. Ouais. Moi, j'ai loupé le truc parce que au début, il t'explique que tu peux regarder dans différents ordres, mais dans l'ordre que tu veux, en fait, les épisodes peuvent s'enchaîner dans l'ordre que tu veux. C'est une petite originalité qui est sympa, mais je trouve qu'ils auraient pu pousser le truc à te faire une liste de choix. Tu fais une liste de choix et tu cliques sur le bouton et ça gère tout seul pour toi derrière. Ah oui, et avec de l'aléatoire ou avec certaines séquences préenregistrées. Ouais. Après, c'est sympa, je trouve, d'aller voir des gens qui conseillent. J'étais content de me dire, Tarantino a regardé ça dans tel ordre, il le conseille. Ouais, mais ils auraient pu sortir le truc à l'avance. C'est-à-dire style Tarantino, et puis tu choisis style Tarantino, ou style chronologique, ou style je sais pas quoi. Et toi, tu as carrément un bouton, parce qu'ils font des jeux, ils font tout dans la vrai. C'est Netflix. C'est vrai qu'ils auraient pu l'ajouter facilement, ouais. Et ils ont fait en plus, avec Black Mirror, cet épisode interactif. Ouais, Bandersnatch, sur lequel tu peux choisir comment ça se déroule. Voilà, j'ai pas vu cet épisode. Par contre, j'ai vu la série Kaléidoscope et moi, j'étais fainéant dans mon canapé, donc j'ai laissé dérouler comme il avait envie. Et après coup, je me suis rendu compte des choix qui étaient possibles en cherchant sur Internet. Et je me suis dit, il peut y avoir des trucs qui pouvaient être sympas en termes de lecture. Et je pense que le mode Tarantino, il peut être très très cool. Il est bien déstructuré. C'est très sympa. Je conseille. Et en film ? Et en film, il me semble que le dernier film que j'ai vu, c'était Everything Everywhere All at Once, que je conseille fortement aussi, mais bon, je pense qu'il est extrêmement connu et que il a eu beaucoup l'ont déjà vu. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, ça vaut vraiment le coup. C'est complètement déjanté, c'est absolument magnifique. Et ça a son atmosphère juste à soi. Alors, c'est vraiment bien comme film. Est-ce que tu as des recommandations de livres podcast, chaîne YouTube, films, séries, ce que tu veux en fait. Côté livre, en fait, j'essaie de faire un savant mélange entre des choses qui sont liées à ce que je fais, donc du produit ou de la tech ou de l'entrepreneuriat, et des choses qui ont justement absolument rien à voir, des romans, enfin pas des romans, des bouquins historiques ou des choses comme ça. Donc, il y aurait des conseils à donner des deux côtés, mais si je dois en choisir un de chaque côté, un roman qui n'est pas un roman, je sais pas pourquoi je dis roman, mais un livre que je pense que je conseille à tout le monde, c'est Les Routes de la Soie. C'est un bon pavé. Ça raconte rien que ça l'histoire du monde entière centrée autour du Moyen-Orient. Et c'est délirant comme bouquin. On apprend énormément de choses. On réapprend l'histoire. Et c'est vraiment un bouquin passionnant. Voilà, je peux conseiller celui-là. Et dans les livres sur l'entrepreneuriat, je vais être assez classique. Le Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, qui est souvent pour ceux qui créent des boîtes un classique à lire. En fait, déçoit pas. Et je l'ai lu il y a plusieurs années et je trouve qu'il est en plein dans le mille, à la différence de beaucoup de bouquins d'entrepreneuriat qui sont un peu bullshit et qui sont plutôt là pour générer du chiffre d'affaires. Là, vraiment, je trouve que il y a énormément de choses à apprendre, quoi. Et en médias? Recoute podcast. Il y a le podcast, j'ai commencé il y a quelques temps, c'est celui que j'ai en tête là, et que je trouve assez sympa. Le podcast, il me semble que c'est du New York Times, si j'ai pas de bêtises, qui s'appelle Hard Fork, que je conseille pas mal. Le format est légèrement long, mais ça va bien dans le détail de tout un tas de changements tech vus des États-Unis. Et c'est assez sympa à écouter, c'est suffisamment vulgarisé, c'est, je pense, à peu près accessible à tout le monde. Enfin, c'est vraiment pas très tech et vraiment intéressant, bien fait. Imagine, j'ai une baguette magique et avec cette baguette magique, je peux rajouter plus d'heures dans ta journée.
T'en fais quoi de tes heures en plus? Alors, il y a la question de j'en fais quoi et il y a la question de j'aimerais en faire quoi et à la fin de la journée, en vrai, j'en fais quoi? Eh oui. En fait, je suis un gros bosseur et j'adore ce que je fais. Donc, à la fin, plus d'heures, ça finit toujours en plus de temps chez Blanc. Je pense que j'essaierai quand même un maximum de passer du temps avec ma femme et ma fille. J'ai une petite fille de 1 an. Je pense qu'à la sortie du podcast, on devrait pas être trop loin des 1 an. Et ouais, je pense que quand même un maximum, j'essaierai de passer du temps avec ces deux-là. C'est bien 1 an. Tu vas voir, enfin moi, ma fille a 3 ans. Et en fait, c'est marrant, ça te rend nostalgique l'époque où elle était toute petite, elle avait moins d'1 an. C'est rigolo, en fait. Rien que maintenant, je l'ai par rapport au mois précédent, donc j'imagine que ça continue de la même façon. En fait, c'est... Et en plus, 1 an, c'est là où elle va commencer à apprendre à marcher, etc. Enfin, les choses vont se transformer, en fait. Exactement. Ouais. Et la liaison entre un métier d'entrepreneur et un enfant est pareil, pourrait faire l'objet de plusieurs podcasts complets, je pense. Ah bah oui, alors là, pour le coup, et moi j'ai des choses à dire là-dessus, parce que j'ai quand même créé Exobrica l'année où ma fille est née. Puis, et j'ai voulu faire le même mois, donc j'ai pas réussi parce qu'il y a eu le confinement qui est venu m'empêcher de faire le même mois. Parce que ma fille est née en février et je voulais monter Exobrica en mars, mais en fait en mars c'était le premier confinement. C'était le confinement, donc un peu difficile. Donc voilà, donc j'ai tout eu en même temps. C'était assez intéressant, mais j'aime bien ta façon de penser parce que j'ai un peu la même façon de penser où quand tu vois des problèmes et des contraintes, en fait, tu peux voir des aspects positifs. Le côté demi-verre d'eau plein. Moi, je suis très demi-verre d'eau plein, même de temps en temps, il est un peu, il est carrément plein. Hein. Il est pas à moitié vide. En fait. Et le fait d'avoir eu cette contrainte où je voulais être présent pour ma fille. En plus, j'ai attendu pendant longtemps, donc je voulais être présent. Et en plus, Exobrica, c'est comme toi, Blanc, c'est ton bébé, donc tu as besoin aussi, c'est un deuxième bébé, quoi. Tu veux y mettre d'intensité, de la réussite dedans. Ça m'a obligé, dans cette contrainte, à créer quelque chose d'un peu plus sain autour de l'organisation et de l'imbrication des deux sujets. Alors ça, je partage complètement. Des bonnes pratiques et voilà. Et au final, je sais pas si ce serait aussi bien agencé aujourd'hui si ça avait été décorrélé, tu vois? Non, je partage complètement. Je pense que factuellement, alors avec peu de data points, mon expérience que tu viens de dire, quelques amis, le fait d'avoir des enfants te rend plus efficace et globalement et un net positif si tu diriges une entreprise. Parce que tu es obligé de mieux prioriser, tu es obligé de mieux gérer ton temps, tu t'intéresses à l'essentiel. À un moment donné, il y a des contraintes et des obligations sur lesquelles tu reviendras pas. Donc, non, je pense que c'est une très bonne chose. Et en petite digression, je me suis beaucoup intéressé à ça juste avant la naissance de ma fille, en essayant de chercher des podcasts, des contenus, etc. Je trouve que autant il y a énormément maintenant de ressources, c'est une très bonne chose qui parle pour les mères avant l'accouchement, après l'accouchement, toutes les choses positives, négatives qu'il faut savoir. Autant je trouve que pour les pères, et dans un cas un peu particulier de créateurs d'entreprise ou en tout cas avoir des personnes qui sont extrêmement pris par leur job. Pardon ? Et pas forcément salarié. Pas forcément salarié, ouais. Ça peut être plein de conditions, mais arriver à lier une première naissance avec son activité et comment tout ça se passe, il y a plein de choses intéressantes à dire et il y a très peu de contenu. Et surtout, au final, dans une société où les pères qui veulent être plus présents que la moyenne, on va dire ça comme ça, il y a peut-être des choses qui sont pas forcément faites pour ça. Voilà, donc en France, il y a peut-être des retards. Notamment nous, chez Exobrica, on a monté un Parental Act pour gommer certaines choses qu'on trouvait qui manquaient, pour ajouter certains éléments autour de ça, parce que ça me tient à cœur. J'ai traversé, voilà. Et je voulais que ce soit plus présent chez nous. Donc voilà, donc non, je pense qu'il y a moyen de faire un deuxième épisode rien que sur ce sujet. Complètement. Où c'est qu'on peut te suivre
Ou te contacter, Simon? Alors, me contacter facilement sur LinkedIn ou Twitter. Je consulte assez régulièrement les deux facilement. Simon Parizeau sur les deux. Mon handle Twitter, c'est Simon Parizeau. Me suivre, je suis très inactif sur Twitter pour l'instant. Peu actif, mais un petit peu sur LinkedIn. J'ai toujours été très partagé sur l'activité sur ces réseaux-là. Mais en tout cas, me contacter avec plaisir. Et en général, je suis assez réactif. D'accord. Et si on est super intéressé par rejoindre ton équipe technique, on va où pour postuler? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, me contacter en direct, ça marche très bien. Et sinon, on a un site, c'est careers au pluriel.blank.app. Et on a toutes nos offres, on a le détail de ce que ça veut dire de travailler chez Blank. Et donc, j'invite particulièrement à aller là. Il y a beaucoup d'informations et c'est là où on trouvera le plus de postes. Bon, merci. Si tu es sur YouTube et tu regardes cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un pouce. C'est important, ça va faire un peu remonter un peu la vidéo dans les algos. Si tu es en mode audio, c'est facile. Tu envoies l'épisode à tes potes. Et tu vas me mettre 5 étoiles sur l'application podcast, Apple Podcast. Pareil, ça va m'aider. Et puis, si vous avez aimé l'épisode ou si vous voulez rentrer un peu plus en détail sur des points, on l'a dit plusieurs fois, je crois, avec Simon, où on est assez open pour en discuter de ces sujets. Et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou nous envoyer des messages pour nous dire ce que vous en pensez. Et puis, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris des choses intéressantes qui ont enrichi ma connaissance. Merci beaucoup, Simon, pour ce temps que tu m'as accordé. Avec plaisir. Et puis, à très vite à tous dans un prochain épisode de On part en prod. Encore merci, Simon.